Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est maintenant notre rendez-vous avec l'actualité. Nous sommes le mercredi 22 décembre 2021 et notre tranche info se déroulera comme à l'accoutumée. Notre page info dans quelques instants. Et le focus sera dédié aux artistes ce soir, comme il est presque de coutume maintenant le mercredi. Mais tout de suite, voici les titres principaux de notre actualité locale et régionale. Nouveau point de situation Covid de la préfecture et de l'ARS à l'horizon du variant Omicron. Autre mobilisation de professionnels sur le territoire, c'est la grève de Guadeloupe Formation. À Bémao, sensibilisation et lutte contre les discriminations pour mieux vivre ensemble. Et tout de suite, donc, notre actualité, nous commençons donc avec le point Covid qui a été effectué aujourd'hui, cet après-midi, par la préfecture et l'ARS. L'arrivée du variant Omicron sur notre territoire doit exhorter à la prudence compte tenu de sa forte contagiosité. Donc, ce point de Covid conclut donc pas de mesures particulières, mais des recommandations, distanciation, tests, gestes barrières et surtout vaccination. On regarde un extrait de cette conférence de presse. Nous sommes devant une période de fêtes de fin d'année, de Noël et du 31 décembre, qui sont des périodes dans lesquelles on a l'habitude de moins respecter les gestes barrières, de moins respecter les consignes sanitaires, alors que c'est là justement qu'il faut les respecter le plus possible. Et il est vraiment très important de garder à l'esprit que le virus circule activement en Guadeloupe, même si les taux ne sont pas élevés, et tant mieux, puisque ça nous permet aussi, et ça permet surtout aux soignants de souffler un peu dans cette période qu'ils ont vécue, qui était extrêmement compliquée. Et on sait que devant nous, on a d'autres périodes avec des augmentations de l'épidémie qui vont arriver. Et donc c'est important de prolonger le plus possible devant nous cette période je ne vais pas dire d'accalmie, mais en tout cas de relatif apaisement de l'épidémie. Devant nous, nous avons potentiellement une augmentation épidémique, à la fois avec le variant Delta, ce qu'on appelle la 5e vague qui passe partout autour de nous, concrètement, en métropole, dans le monde entier, en Martinique, comme vous le savez. Et puis, devant nous aussi, la menace de ce nouveau variant Omicron qui pour le coup, est en train d'arriver de façon très rapide tout autour de nous. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe au Royaume-Uni, ce qui se passe en France, puisqu'on est entre 30 et 40% visiblement de variants Omicron qui prend la place petit à petit du variant Delta, avec, et je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame la Directrice Générale, avec une capacité de résister à ce variant qui est un peu plus limitée que celui que nous avions avec le variant Delta, sauf, et je crois que c'est important de le mentionner à nouveau, sauf si on est vacciné. Et sauf si on a pris le rappel de la 3e dose de vaccin qui permet, et c'est ce qu'on voit en métropole aujourd'hui, de se garantir, d'éviter des formes graves du Covid. Pour les fêtes de Noël, il n'y a pas de restrictions particulières, sauf des consignes de responsabilité individuelle et collective que tout le monde connaît, mais c'est important de le rappeler. Le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux publics et dans l'espace public. Il est important de le conserver, de le porter correctement. Les gestes barrières doivent être aussi respectés, bien évidemment, et je ne peux donner que des consignes d'éviter les embrassades, d'éviter de se toucher, y compris quand on est en famille, et de limiter le nombre de personnes que nous serons amenés à côtoyer à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Malheureusement, on l'a dit, la couverture vaccinale des jeunes est très faible aujourd'hui. Des 12 à 18 ans, elle est de 19% pour une première injection. C'est malheureusement les jeunes qui brassent beaucoup et qui vont faire circuler le virus. Il y a un gros réservoir de jeunes à contaminer. Et du coup, la 5e vague, on le voit, pourrait arriver plus malheureusement rapidement via les jeunes, parce qu'en plus l'Omicron se transmet très 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 facilement et très vite au niveau des collèges et des lycées. Et on le voit avec les 2 clusters actuellement que nous avons au niveau de ces collèges et de ces lycées. Donc j'invite aussi les jeunes à se faire vacciner, sans compter le fait qu'il y a des jeunes qui ont des séquelles et malheureusement des jeunes qui aussi ont des cas très graves. Voilà. Toujours dans le cadre donc, du point de situation Covid, M. Alexandre Rochat et Mme Denux revenaient sur les violences contre le personnel soignant au CHU et les statuts des grévistes. Des indications sur les cellules de reconversion ont été données. L'idée est donc d'accompagner les salariés qui souhaiteraient opter pour cette solution. Second extrait, toujours par Charlie Dagonia.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'est pour rebondir sur ce qu'a dit Madame la Directrice Générale, sur la mise en place des cellules de reclassement et de reconversion. Vous avez tous noté un communiqué de presse du ministère de la Santé et du ministère des Outre-mer en début de semaine qui officialisait la création de ces cellules qui vont être à destination des personnels de santé suspendus, qu'ils soient d'ailleurs libéraux ou en établissement de soins. Cette cellule va être coordonnée ici en Guadeloupe par M. Nestar, que beaucoup connaissent puisqu'il est aussi directeur général de l'ADOM. Et le principe, c'est d'accompagner les personnels de santé qui sont aujourd'hui suspendus, qui ne souhaitent pas se faire vacciner, les accompagner dans une reconversion et un reclassement, puisque les activités professionnelles qui sont les leurs aujourd'hui ne sont plus à leur portée, puisqu'ils refuseront d'être vaccinés, qui est une obligation, comme vous le savez, pour pouvoir exercer ces professions. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est que 92% des personnels de santé, comme a dit Madame la Directrice Générale, satisfait aux obligations vaccinales. Et donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que concrètement aujourd'hui, nous avons un taux de couverture vaccinale et de l'obligation vaccinale qui est extrêmement fort en Guadeloupe et qui permet aux établissements de santé de pouvoir fonctionner, de pouvoir assurer leur mission, si tant est que, évidemment, d'autres personnes ne souhaitent pas, par d'autres biais, qui ne sont pas des biais de santé, mais qui sont des biais de terreur, d'empêcher le fonctionnement normal des hôpitaux. Et comme vous le savez, les forces de l'ordre sont mises à disposition de ces établissements pour qu'ils puissent fonctionner. Il est juste tout à fait anormal qu'on soit obligé de mettre des forces de l'ordre à disposition du CHU pour que le CHU puisse fonctionner normalement. C'est important de se dire que parmi les personnes qui ne sont pas vaccinées, qui sont suspendues, il n'y a pas que des gens qui font du soin. Ça relativise quand même aussi certaines choses. Il y a des personnes qui sont plutôt... Alors c'est utile évidemment pour un établissement, mais on peut trouver ces professions ailleurs, notamment par exemple pour ce qui concerne l'aspect technique, logistique, administratif. Donc il y a une bonne part de ces gens-là qui ne sont pas des soignants au lit du patient. Donc quand on nous dit ah oui mais ça crée vraiment des grandes difficultés sur le lit du patient, la réponse c'est non, bien sûr, il y a ponctuellement quelques difficultés, mais globalement, il y a quand même parmi ceux-là beaucoup de gens qui ne sont pas au lit du patient. Autre chose, parmi les libéraux, parce que le CHU aujourd'hui, c'est exactement 285 personnes suspendues, tout compris avec des administratifs, des logistiques, etc. Le CHU a, je vous le rappelle, près de 3700 personnels. D'accord ? Donc il faut vraiment relativiser, exactement 3665. D'accord ? Contre 285 suspendus et qui sont pour beaucoup pas au lit du patient. Donc quand on vous dit c'est dramatique, il y a des milliers de soignants qui vont être suspendus à la fin de l'année, c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. En bref, dossier fondamental donc pour nos départements, le décret reconnaissant le cancer de la prostate comme maladie professionnelle à la suite d'une longue exposition au chlordécone est publié ce mercredi 22 décembre 2021. Une avancée certes, mais jugée incomplète. Cette mesure doit faciliter l'indemnisation des victimes qui doivent répondre à deux conditions principales: avoir travaillé au moins 10 ans au contact du pesticide et 40 ans doivent séparer l'exposition et le diagnostic. Les crises dans le monde du travail se multiplient. Depuis le 6 décembre, les employés de Guadeloupe Formation sont en grève. Une plateforme de revendication a été adressée afin que des problématiques structurelles, statutaires ou logistiques soient résolues. Un reportage de Charlie Dagonia. Depuis le 6 décembre, nous travaillons avec Guadeloupe Formation en grève. Nous déposons une plateforme de revendication avec 10 points, les points rapidement. Donc, statut à Guadeloupe Formation, puisque nous savons que Guadeloupe Formation, c'est un établissement public administratif qui fait travailler, qui en dit dans la censé être de contrat de droit public. Je dis là, il y a de contrat de droit privé. Et nous avons aussi pour transposition là, ça fait pour tout le monde, il y a un déroulement de carrière qui est clair. Au-delà de ça, nous avons des conditions de travail assis les différents sites de formation qui sont inadmissibles, et nous avons dit encore inadmissible, qu'il faut régler. Nous ne pouvons pas en danger à ce lieu de travail. Et aussi, nous avons pour les moyens, parce que je dis là, nous sommes en mission, c'est former Guadeloupéens. Et nous avons nous compte avec crise sociale là, que formation c'est important. Il faut nous les moyens pour nous faire ça, faire ces outils-là, ça fonctionner. Au-delà de ça, et en cas de parler des stagiaires, nous avons une problématique aussi sur le versement de la rémunération des stagiaires, qui a 6 points à la plateforme là.
Et aussi là, effectivement, nous avons défendre ça parce que nous avons un stagiaire qui a dit qu'il n'a pas payé à l'air. Donc ça aussi, c'est un but que nous avons défendre parce que nous là, pour nous, effectivement, travailler. Mais nous avons défendre l'intérêt à tout Guadeloupéen, à tout stagiaire qui bisait en formation. Parce que demain, n'importe qui Guadeloupéen peut dire une formation mi-moins, en bisant en formation, qui est en salarié, qui est en demandeur d'emploi, en bisant en formation. Donc, effectivement, nous avons gommé pour ça aujourd'hui là. À l'opposition, nous, effectivement, nous voulons que les négociations ouvertes. L'objectif en nous, c'est que les points de revendication, c'est plus ça régler. Ça peut être fait tout de suite parce que nous débutons qui prend temps, notamment sur la transposition des contrats de droit privé à contrats de droit public. Mais effectivement, nous avons des rencontres. Nous avons un calendrier qui fait hier. Nous avons rencontré le directeur général là. Et nous mettons un calendrier en place pour nous faire rouler sur les différents points de revendication. C'est toute Guadeloupe Formation qui en grève, toutes les sites de Guadeloupe Formation, qui a Petit-Bon, qui a Jarry, qui a Saint-Claude, le Moule, Marie-Galante, qui a Cité des Métiers Rézé, nous toutes à dans ce mouvement-là. Alors demain, nous on rencontre encore pour nous faire, pour nous en tout cas valider, ça nous dit hier, ce calendrier-là. Le collectif des parents des enfants de l'IME de l'AGESA se sont fait entendre aujourd'hui en donnant une conférence de presse au Centre culturel Sonis. Leurs enfants vivant avec des handicaps parfois très lourds sont les grands perdants de cette grève contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Ils étaient au micro de Stanley Manicor. Les enfants qui sont en situation de handicap, qui sont le grand perdant de ce mouvement social sanitaire contre le pass sanitaire. Donc effectivement, ils se retrouvent délaissés. Ce sont des victimes silencieuses. Ils ne peuvent pas aller à la rue, ils ne peuvent pas crier leurs problèmes. Donc c'est nous les parents que nous mettons en avant pour pouvoir permettre à ces enfants-là de trouver un épanouissement et de retrouver leur établissement surtout. Les IME, c'est vraiment un établissement où les enfants de leur repère, ils ont des routines, ils travaillent, ils sont aussi en apprentissage avec les éducateurs. Il y a un travail social, éducatif, physique, psychologique qui est fait avec eux et de couper, d'arrêter ces soins, ça devient problématique et les enfants en souffrent énormément. Parce que les enfants qui sont dans un circuit normal, ils ont Zoom, ils ont pas mal d'outils pour qu'ils puissent qu'ils puissent retrouver un petit peu ce qu'ils ont perdu. Mais les enfants qui sont en situation de handicap, quand ils ont perdu une semaine, c'est 6 mois de travail. Donc, c'est pas évident de reprendre les activités avec eux. Il y a ceux qui se renferment. Ma fille, elle est devenue un petit peu plus agressive. Comme elle est hyperactive, elle bouge beaucoup plus. Donc, elle dort peu la nuit. C'est un enfant déjà qui ne dormait pas beaucoup, mais là, c'est devenu plus difficile. Tous les matins, quand elle se réveille, elle me demande est-ce que l'IME est ouvert. Et ce n'est pas qu'une fois, hein. C'est toute la journée, elle me pose cette question-là. Déjà qu'il y a eu le confinement à cause de la crise sanitaire. Après, il y a un confinement dû à la crise sociale. Et c'est une double peine. Et surtout, c'est des gens qui sont très fragilisés, extrêmement fragilisés. On voit les enfants, c'est sûr, en première ligne, mais aussi les parents. Les parents souffrent énormément et de cette situation, d'allier le travail pour s'occuper des enfants. C'est pas toujours évident et ça crée vraiment des situations sociales catastrophiques. Ces enfants sont vraiment en souffrance et on veut vraiment que les Guadeloupéens se mobilisent, ce sont leurs enfants aussi. Les gens, ils font leur grève, c'est un droit. Ils veulent faire leur grève, ça c'est pas, je n'ai pas à juger de ça. Moi, ce que je veux, c'est que ceux qui veulent bien travailler et qui ne sont pas en grève, qui ne bloquent pas l'école et empêcher les autres de travailler. Même poser un service minimum, comme à l'hôpital, parce que c'est un institut médical. Donc c'est comme au CHU, tu as un service minimum. Si quelqu'un vient avec un bras coupé, vous n'allez pas lui dire non, je suis en grève et je ne m'en occupe pas. La ville de Bémao sensibilise les jeunes de 8 à 16 ans contre les discriminations dans le cadre d'une journée d'animation dont les thèmes centraux étaient la parité homme-femme, le dépassement des classes sociales ou encore le mieux vivre ensemble. Un reportage de Charlie Dagonia. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une action pour permettre aux enfants de se dire qu'il y a une égalité entre hommes et femmes déjà, entre filles et garçons. Il ne faut pas qu'il y ait un problème de sexisme. Nous sommes là, nous sommes sur Terre et nous devons faire avec tout le monde. Il faut qu'ils s'acceptent. On est dans l'acceptation de tous. On est nés différents, donc on doit s'accepter différents. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de... La lutte contre la discrimination, c'est assez vaste. Hein. On a aussi sur
sur tout ce qui est l'homophobie, sur le racisme, sur, voilà, comme on a dit encore, la différence entre hommes et femmes. Aujourd'hui, on veut tout mettre à plat pour permettre justement aux enfants d'évoluer et de grandir avec cet esprit de solidarité, un esprit de partage, un esprit d'être tous ensemble, quel que soit l'endroit, que ce soit l'environnement, que ce soit le lieu, sur le lieu de travail, sur le lieu de l'école, partout ensemble. On a parlé de la discrimination, de l'égalité filles et garçons, de ce que les filles avaient le droit de faire. Comme un exemple, les filles avaient le droit de jouer au foot comme les garçons. Et on a parlé d'égalité filles et garçons. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que c'est un thème d'actualité. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, de jeunes souffrent de ces discriminations qui sont faites aujourd'hui et qui peuvent passer pour certains de manière très banale et qui sont vécues pour d'autres comme de réelles souffrances. On parle beaucoup en ce moment de harcèlement, on parle beaucoup de tentatives de suicide chez les plus jeunes parce qu'ils subissent malheureusement des formes de discrimination qui impactent leur vie et leur quotidien. Donc en parler avec eux dès le plus jeune âge, c'est leur permettre de comprendre ce que c'est et d'éviter ce qui peut impacter le plus dramatiquement leurs camarades à côté d'eux, juste à côté d'eux. Alors la manifestation, à mon grand étonnement, mais à mon grand plaisir aussi, c'est une très bonne initiative de la part de la ville, puisque c'est vrai que malheureusement à notre quotidien, étant mère de 2 enfants dont un en situation de handicap, il s'avère que parfois on est sujet à des discriminations. C'est-à-dire que par rapport à X ou Y raison, soit de santé ou d'ordre social, on se retrouve mis à l'écart. Et on constate que c'est toujours les mêmes qui sont au courant de certaines informations. Je suis ravie d'être là aujourd'hui et de pouvoir faire participer mes garçons. Avant, tout le monde disait que c'était les filles qui avaient le droit de pratiquer. Et maintenant, il y a des garçons qui pratiquent, comme par exemple sage-femme ou chauffeur de bus. Visite de l'un des centres sociaux projetés par le maire Éric Jalton dans sa politique sociale de proximité. Le centre socioculturel et sportif Marlène Hauterville, situé à Lacroix aux Abîmes, devrait être un point névralgique où services publics, associations et familles, populations se rencontreront. Un sujet de Maxime Morel. Aujourd'hui, nous sommes au centre social de Lacroix. C'est une structure qui découle de la volonté municipale, la volonté du maire Éric Jalton de mettre des structures de proximité au cœur des quartiers du territoire des Abîmes. C'est une structure qui sera là pour vraiment exceller en termes de proximité, un lieu d'échange, un lieu de rencontre pour les habitants qui pourront venir et avoir toute réponse à des problématiques individuelles ou collectives. Le centre social pour nous, c'est vraiment un réconfort, c'est-à-dire que ça serait vraiment un appui pour nous, puisque en fait on est association sur le quartier depuis très longtemps, depuis plus de 30 ans, mais avoir le centre social qui vient un petit peu appuyer certaines choses que nous on ne peut pas faire, c'est vraiment un luxe pour nous. La proximité, c'est ce qui paye. Les gens ont besoin de contact. Même si on vit des temps difficiles où on ne peut pas avoir de contact, mais les gens ont besoin d'avoir un suivi dans le quartier, pas loin de chez eux. Les gens veulent savoir que leur quartier existe. Quand on a le centre social bien autour de nous, surtout qu'il est bien plus près, nous on n'est pas très loin, et que les habitants viennent nous voir quand on les dirige, au moins on sait qu'il y aura un référent et qui pourra les orienter. On va les envoyer vers les centres et du coup, eux, ils vont faire la part des choses. Les gens, au lieu d'aller à la CAF à Lotema, ils pourront venir faire le dossier au centre social. Là. J'ai été en formation, mes collègues ont été en formation, donc là on est en train de s'installer. Je pense d'ici le mois de février, on sera prêt. On ne l'ouvre pas seul, c'est avec la coopération, la collaboration de toutes les associations du secteur. Aujourd'hui, nous avons l'association Fromager, qui est aussi un espace de vie sociale, qui est avec nous aussi pour aujourd'hui mettre en place ce centre social. Il ne faut pas oublier le partenaire principal du centre social aussi, c'est la CAF. La Caisse d'allocation familiale, qui vraiment a eu un rôle très important dans la mise en place des centres sociaux aux Abîmes, mais singulièrement aussi en Guadeloupe. Et donc, nos 2 prochaines informations donc pour les fêtes de Noël. D'abord, nous nous dirigeons donc au CCAS de Petit-Bourg, où l'esprit de Noël est donc bien présent. Les élans de solidarité, la distribution de cadeaux et paniers solidaires sont dans l'air du temps. Un sujet de Stanley Manicor.
Nous voulons justement que la situation sanitaire ne nous fasse pas oublier qu'il y a une nécessité que nos enfants soient choyés, que nos enfants soient accompagnés. Et c'est important qu'en cette période, les enfants soient récompensés parce qu'ils ont vécu, tout comme nous, des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments d'incertitude. Donc il était important que le CECAS à nouveau réitère cette opération de remise de cadeaux. Chaque année, nous le faisons et l'année dernière, la pandémie n'a pas eu raison de nos manifestations, donc nous avons mis du baume au cœur pour les enfants et je dis que nous sommes très heureux de pouvoir les recevoir aujourd'hui dans le cadre des fêtes de Noël, qui est un moment de partage, un moment de retrouvailles, un moment de vivre ensemble et je dirais même c'est le moment de faire le bilan de ce que les enfants ont réalisé, le bilan moral, on dira ça comme ça. On va faire une photo avec Papa Noël. Salut, t'as été gentil cette année? Oui. Très sage, voilà, ça c'est un petit goûter pour toi. Merci. Allez, tu vas voir les petits tickets. Nous avons tenu à revenir. L'an dernier, les situations étaient beaucoup plus compliquées parce que la situation sanitaire était moins maîtrisée. Aujourd'hui, avec la vaccination, les gestes de distanciation que nous maîtrisons mieux, nous étions en mesure d'organiser cette manifestation. Nous avons su organiser l'équilibre et le contexte. Donc ça se passe très bien et les enfants sont très contents et je leur ai dit qu'il faut garder cette solidarité puisque avec ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive en ce moment, nous avons besoin de solidarité. Autre commune, même esprit, on se retrouve donc à Gourbert pour le marché de Noël. Noël se décline donc en saveurs, couleurs et terroir. Un reportage de Michel Depape. Nous sommes dans une période très stricte, c'est vrai, mais il ne faut pas justement qu'on utilise le mot morose. Et il faut qu'on soit dans l'action, dans une action de gaieté. Et ce marché, c'est un marché solidaire où on met en valeur aussi bien les commerçants, les exposants qui sont là, ce sont des commerçants du terroir de Gourbert, mais également faire venir donc les visiteurs, nos administrés, pour qu'ils sachent qu'à Gourbert, on fait de belles choses. On a de belles choses sur le terrain. Je suis venue parce que je suis une poste agricole, mais plutôt basée sur les plantes. Et aujourd'hui, comme il y a un marché de Noël, la mairie m'a convié à ce que je vienne. Et comme chaque mercredi après-midi, je me trouve ici, chaque mercredi après-midi, alors du coup, ils m'ont convié pour participer au marché de Noël. Levez-vous, mon voisin, le sauveur de la terre. Un enfant parmi nous, mon voisin, envoyé de son père, mon voisin. Allez, mon voisin, allez, mon voisin, allez, mon voisin, à la crèche, mon voisin. Allez, mon voisin, allez, mon voisin, allez, mon voisin, à la crèche. Allez, mon voisin, allez. Aujourd'hui, nous sommes donc le 22 décembre, d'accord? Et la manifestation, l'ambiance, l'événement se passe durant toute la journée. Et nous allons clôturer donc cette journée dans une ambiance très festive avec un groupe live justement qui est du sud de Basse-Terre. Nous allons commencer donc l'événement à partir de 14h jusqu'au soir 18 et puis s'il y a de l'ambiance, eh ben, à la demande de la gaieté. Joyeux Noël sur Canal 10. Et nous voilà presque arrivés au terme donc de notre actualité. Nous avons deux invités sur le plateau ce soir, toujours dans l'esprit de Noël. Donc nous avons Sabrina Divial, élue déléguée au tourisme. C'est donc la ville de Morne-à-l'Eau. Oui. Et Claudie Nelson. C'est Nelson ? Claudie Nelson. Oui, c'est bien Nelson. Je me suis dit que c'est la bonne prononciation. Présidente de l'association Morne-à-l'Eau Archipel Tourisme. C'est ça. Alors, mesdames, vous êtes venues nous parler donc du Noël en temps longtemps. C'est bien ça. Qui se déroule donc demain, c'est ça? Oui. Demain, c'est un événement gratuit. Alors, même le cochon, il est gratuit? Oui. Alors, parlez-nous du programme. Je vois que dès 7h, il y a le marché. Voilà, donc le marché de Noël qui a commencé dès le début du mois de décembre, dans le contexte du partage, pas seulement de Noël. Bon, voici le programme à la télé. C'est vrai qu'on a commencé par le marché, mais qui va continuer à se dérouler tout le mois de janvier, tous les samedis.
D'accord. Mais concernant demain, nous avons le marché de Noël le matin. L'après-midi, nous aurons des animations, le chantier Noël, le cochon grillé sur la place. Et on attend d'autres invités. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, qui offre ce cochon de Noël? Qui va le cuisiner, ce cochon de Noël? Alors, le cochon de Noël sera cuisiné par un prestataire que nous avons. Et puis, l'idée du cochon de Noël, c'est ce qui se passait avant. C'est bien pour cela qu'on s'appelle le Noël en temps longtemps. L'intitulé, c'est Noël en temps longtemps, puisque c'est un moment de partage, de réconciliation et de fête. Et comme en ce moment, comme je viens de l'entendre, le temps est un peu morose, et nous avons décidé de faire la fête tout en respectant les gestes barrières. Les gens qui vont se déplacer trouveront sur place du gel, des masques et même des gants pour manger comme ils veulent. Voilà. Mais c'est un moment de partage. C'est de vouloir aider nos compatriotes à oublier un petit moment leur... Bah oui, le Omicron et ses amis. Voilà, Omicron et les autres. Voilà, mais donc, alors, vous disiez justement que c'était le Noël en temps longtemps. Donc, ce cochon grillé qui va être partagé, est-ce qu'on partageait justement le cochon? Alors, je sais qu'on tuait le cochon à Noël, et qu'ensuite, on pouvait partager ou vendre, je ne sais pas, aux personnes qui voulaient être partie du cochon. Le thème à retenir, c'est bien Noël en temps longtemps. Pourquoi? Parce que il y a quelques années de cela, c'était ça le partage. On élevait un cochon toute l'année et au mois de décembre, on tuait ce cochon et on le partageait en famille, en amis, voisins, voisines et proches. Donc, c'est ramener cet esprit partage, cet esprit de convivialité, de fête et entre nous-mêmes, quoi. D'accord? Et comment faire pour ramener cette idée de partage et d'amis? C'est le cochon. Et c'est pour cela qu'on a gardé le thème Noël en temps longtemps. D'accord. Alors, où se déroule donc cet événement? Où à Morne-à-L'Eau? Ce sera sur la place Jartier-Archimède. D'accord. Est-ce que tout le monde sait? Je ne sais pas si tout le monde sait où la plage Jartier-Archimède, je suppose. Oui, normalement, dans le bourg, en face de la mairie. Donc c'est ouvert aux Mornaliens, mais à toute la Guadeloupe. Bien sûr, à toute la Guadeloupe, à tous les touristes, on attend du monde. N'hésitez pas à venir, au contraire. Donc l'animation, parlez-nous de l'animation un petit peu. Quels seront les... Alors, comme nous sommes en période de Noël, et c'est Noël en temps longtemps, en temps longtemps, il y avait toujours une musique. Chacun ramenait ce qu'il avait, même les boîtes en fer blanc, on tapait dessus, c'était la fête. Alors demain, on aura un groupe qui sera là pour chanter Noël avec nous. Est-ce que vous avez le nom du groupe? On peut en parler. Alors c'est le groupe, Force en nous. Voilà, Force en nous. C'est le groupe Force en nous qui sera avec nous pour chanter Noël. Donc on demande à tout un chacun, mornalien, mornalienne, la communauté de communes, puisque nous sommes régis en communauté de communes, de venir avec leur cantique. Tout le monde est invité sur la place Jartier-Archimède demain pour chanter Noël, fêter Noël avec les mornaliens autour du cochon grillé. Donc le Nord-Grande-Terre, toute la Guadeloupe est invitée donc à Morne-à-L'Eau demain. Donc ça commence à 7h si vous voulez profiter des produits donc du marché. Et ensuite, je vois midi le cochon, donc pour le déjeuner. Et le chanter de Noël commence à 15h. Alors, le cochon grillé, c'est on commence à griller le cochon à partir de midi. D'accord. Donc il ne sera pas encore prêt à manger. Non, il ne sera pas encore prêt. Donc ce sera une animation en fait. D'accord. Donc midi, le cochon est grillé. À partir de 15h, le groupe arrive. Et à partir de 18h, nous distribuons le cochon et nous mangeons, nous dansons, nous chantons ensemble. C'est bien, c'est vraiment intéressant. Je dirais bien, n'oubliez pas vos cantiques. Venez avec cantique azote pour nous chanter Noël. Oui, parce qu'avec les gestes barrières, on n'est pas censé partager le cantique si on ne connaît pas. Mais chacun a son cantique. Amène son cantique. Venez avec vos cantiques justement pour chanter Noël. Mais comme je le redis, les gestes barrières seront respectés. Nous avons tout ce qu'il faut sur place. Voilà. Donc le message est passé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on clôture le journal? Vous inscrire, on a encore de la place. Donc n'hésitez pas, on a un numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro? Bien sûr, à 06 90 331 137. Donc 06 90 331 137, vous avez l'affiche à l'écran. Oui. Donc c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde.
Vous allez pouvoir vous plonger donc dans la culture. En temps longtemps, hein, notre culture, on partageait donc le cochon. C'est un moment de partage, Noël. Et le cochon est donc cette viande, on va dire, qui est typique en fait du Noël aux Antilles, dans les anciennes colonies, si on n'a pas envie de le dire. C'est aussi le cas en Guyane et a priori en Martinique. Et a priori, je crois que c'est un héritage anglais. À chercher, à vérifier. Voilà, donc on va clôturer le journal. On se donne rendez-vous demain à Morne-à-l'Eau. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour le Focus, donc qui est dédié aux artistes, art, culture et crise au pluriel, savoir comment les artistes ont traversé la crise depuis 2 ans. Et donc on aura sur le plateau Joël Nanquin, plasticien, Agnès Giaffri, plasticienne, Daniel Dabriou, photographe, et Jackie Jalem, maître Goka au Port-Louis. Bonne soirée.